Voilà, donc bonjour Olivier. Bonjour Yann. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Olivier Vergeest, qui est le boss de l'Institut belge du numérique responsable. Olivier va peut nous expliquer ce que c'est l'Institut belge du numérique responsable. Tout à fait. Alors l'Institut belge, comme il le dit, est le petit frère français de l'Institut français du numérique responsable, le premier du nom. Euh, c'est un institut qui est d'abord une association à but non lucratif, qui est là pour faire connaître toute la problématique du numérique responsable aux entreprises, aux organisations, aux pouvoirs publics, services publics, etc. Et en quoi consiste le numérique responsable? C'est 4 axes. Le premier, c'est le Green IT. Donc, c'est réduire l'empreinte environnementale de l'IT, des services numériques de façon générale, y compris votre télévision à la maison, des choses comme ça. Le deuxième axe, c'est l'IT for Green, c'est utiliser les technologies digitales pour réduire notre empreinte dans d'autres domaines. Par exemple, automatiser la gestion d'un bâtiment pour réduire sa facture énergétique, utiliser des drones pour surveiller les champs et avoir besoin de moins d'engrais, moins d'arrosage. Donc, c'est dans tous les domaines économiques, on peut utiliser l'IT pour réduire notre empreinte. Et puis, il y a les accès humains, donc le côté Human IT et IT for Human. Et là, l'idée, c'est comment mettre l'IT au service de l'humain et comment réduire aussi la fracture numérique, par exemple. Et donc, quand on met tout ça ensemble, en gros, c'est les piliers du développement durable qu'on transfère, qu'on traduit en termes IT. Et ça, c'est le numérique responsable. Et donc, en Belgique, nous sommes actifs depuis octobre 2020. On a déjà 20 membres, un petit peu de toutes les tailles, hein. Donc, on est une association basée sur un membership, sur une adhésion. On a par exemple Belfius, Luminus, la Croix-Rouge de Belgique, la STIB à Bruxelles, l'ULB. Il y a des associations, des plus petites associations. Il y a des PME comme Smart World, par exemple, qui fait du reconditionnement de smartphones, etc. On a un petit peu de tout, les différents acteurs du tissu économique qui sont présents et pour essayer de trouver des moyens de réduire l'empreinte de leur service IT et potentiellement aussi d'offrir des services pour réduire l'empreinte des autres. Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais un clic, ça dégage du CO2, si Oui. je schématise. Effectivement, c'est schématique, mais c'est tout à fait correct. L'empreinte principale du numérique vient avant tout des équipements, la fabrication des équipements. Il faut savoir que quand on achète un smartphone ou une tablette, 80% de son empreinte environnementale est déjà là avant qu'on l'allume, parce que c'est dû à l'extraction des minerais nécessaires pour fabriquer nos équipements et puis à la fabrication des différents composants. Ça, c'est vraiment la masse principale de l'impact environnemental. Une fois qu'on l'a allumé, on va être sur de la consommation électrique et aussi sur la consommation du réseau, des data centres, etc. Et donc, effectivement, à ce moment-là, le clic va être important. Et donc, la première action va être d'acheter moins d'équipements, de les garder le plus longtemps possible et, si possible, de leur donner une deuxième vie à travers du reconditionnement, par exemple, voire acheter du matériel reconditionné si on peut en trouver. Il y a de plus en plus d'offres de matériel reconditionné avec garantie, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment le premier axe sur lequel tout le monde peut travailler, que ce soit à la maison ou en entreprise, c'est vraiment la partie achat des équipements, allonger la durée de vie des équipements, donner une deuxième vie aux équipements, etc. Oui, donc en fait, c'est une thématique, j'ai envie de dire, qui est assez récente parce que même l'association ici existe depuis octobre, mais c'est quelque chose auquel on ne pensait pas forcément avant. Ça a été quoi le déclic en fait? Alors en France, ça existe depuis assez longtemps. Le mouvement Green IT est plus connu en France et évolue vraiment depuis des années. Il y a plus de 15 ans qu'il y a greenIT.fr qui existe et qui accompagne des entreprises vraiment dans cet aspect Green IT, comme son nom l'indique. Depuis 2014, il y avait toute une série de grandes entreprises en France, la SNCF, Renault, Decathlon, Pôle emploi, Airbus, etc., qui s'étaient regroupées dans une association informelle, en fait. Et en 2018, ils ont fondé l'Institut numérique responsable, qu'on voit derrière moi, l'Institut français du numérique responsable. Et là, ils ont élargi le scope pour passer de Green IT à ces différents piliers du numérique responsable dont je parlais. En Belgique, le sujet est beaucoup moins connu. Il est apparu en 2010 à peu près. Il y a eu pendant un an un début d'activité qui s'appelait Eurogreen IT. Et puis malheureusement, c'est un petit peu mort. Le soufflet est retombé à l'époque. Et donc ici, on essaye de vraiment refaire vivre ça, mais de façon beaucoup plus large et en pouvant s'appuyer directement sur ce qui se passe en France, qui est beaucoup plus avancé. Il faut savoir qu'au niveau français, il y a par exemple une commission spécifique du Sénat qui a travaillé sur le sujet. Ça a été un des sujets de la Convention citoyenne il y a pour le climat.
En Belgique, on commence à s'y intéresser au niveau de la région wallonne, au niveau du gouvernement fédéral, au niveau de la région bruxelloise, mais on est encore au début et on le voit tout de suite puisqu'en France, par exemple, ils ont plus de 80 membres. En Belgique, on en a que 20. Donc, clairement, il y a du chemin encore à faire et c'est pour ça que le côté Green IT est l'aspect sur lequel on travaille en premier en Belgique pour le faire connaître et ça va permettre d'enclencher la machine. Et Green IT, donc on parlait des équipements, ça c'est la 1 chose. Et puis, qu'est-ce qui peut derrière aussi, déclencher des aspects un peu plus, vertueux dans l'utilisation de nos outils, traditionnels de tous les jours, Alors dans les OK. usages, le coupable principal, c'est la vidéo. Hein, exactement ce qu'on est occupé à faire maintenant, mais il faut savoir que c'est avant tout les vidéos type Netflix, YouTube, la pornographie, et cetera. Tout ça, représente à peu près 60 de l'empreinte liée à nos usages. 20 sont liés aux autres types de vidéos comme on est occupé à faire maintenant. Et puis les 20 restants, ce sont les emails, les sites web, les choses comme ça qui ne contiennent pas de vidéo. Donc la vidéo est vraiment le premier problème du point de vue des usages. Et la façon de réduire ça, c'est assez simple. Regarder moins de vidéos autant que possible. Prendre une définition plus basse. Ça ne sert à rien de regarder en 4K ou même en Full HD ou en HD sur un smartphone, par exemple. Donc, essayer de prendre des définitions plus basses, même si on est sur un équipement style grand écran, mais qu'on regarde, je ne sais pas, les nouvelles ou une série, une vieille série encore plus, mais à ce moment-là, prenez une définition plus basse. Ça va permettre de diminuer la quantité de données qu'on transfère. Et donc, si on est une entreprise, par exemple, comment avoir l'effet inverse? Ben, c'est plutôt que de mettre par défaut la définition la plus haute à disposition de ses clients ou de ses utilisateurs, ça va être de mettre une définition assez basse, pas trop basse, il ne faut pas que l'image soit mauvaise, mais suffisamment basse. Et si l'utilisateur souhaite monter, ben, lui donner la possibilité de prendre des définitions plus élevées, mais par défaut être sur du plus bas et aussi par défaut ne pas avoir le démarrage automatique de la vidéo. C'est des choses comme ça qui vont vraiment permettre de réduire l'empreinte de la vidéo. Comme je disais, 80 de la bande passante mondiale est utilisée par de la vidéo. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler en premier. C'est entre autres ça qui force, enfin, qui fait que la 4G arrive aux limites en fait, de sa capacité. C'est parce que trop de gens regardent les vidéos en 4G et donc on utilise trop de bande passante. Et donc, je disais, regardez moins de vidéos, diminuez la définition de la vidéo. Et la troisième chose, j'en parlais à l'instant, de la 4G, autant que possible, si c'est pour regarder de la vidéo, la regarder sur une connexion filaire ou de type Wi-Fi et pas en 4G, 3G, parce que la 4G consomme 3 fois plus que le Wi-Fi. Donc même si c'est pour regarder dans le train, par exemple, il suffit de télécharger sa série Netflix à la maison avant de partir, puis vous la regardez dans le train, vous aurez déjà 3 fois moins d'impact environnemental ou en tout cas énergétique que si vous la regardiez dans le train en 4G. Bah, la difficulté, si j'entends bien par rapport à tout ça, c'est que 80 de la bande passante mondiale est utilisée par de la vidéo, mais on est dans un mode de consommation où finalement l'utilisateur est de plus en plus amené à regarder de la vidéo, via le web. Donc, Oui, on est un peu finalement à contre-courant d'une tendance qui va aller en s'accélérant et qui s'accélère ces dernières années, depuis l'arrivée tout du à web. fait. C'est toute la problématique de la transition numérique, en fait. C'est qu'on est occupé à accélérer le fait de déployer de plus en plus d'usages, que ce soit des équipements, hein, les objets connectés, les choses comme ça, les montres, enfin, les smartwatches et autres. Euh, on déploie de plus en plus d'équipements et d'usages. C'est aussi pour ça qu'on veut passer vers la 5G. Enfin, qu'on veut que la technologie est poussée par les industriels pour aller vers la 5G. C'est pour permettre beaucoup plus d'usages, beaucoup plus d'équipements connectés. Et malheureusement, en parallèle de ça, ben, ça a un impact environnemental qui est vraiment croissant. Si on regarde au niveau des émissions de gaz à effet de serre, il y a déjà plus d'un an, on était à plus de 4% des émissions mondiales qui venaient du numérique. On prévoit qu'en 2025, on sera à 8% des émissions humaines, hein, de CO2 qui viendront du numérique ou du digital au sens large. Et pour 2030, on estime qu'on sera à 15%. Et donc, c'est vraiment une croissance très, très forte. C'est la croissance quasiment la plus forte parmi tous les domaines économiques actuels, c'est l'augmentation des impacts du numérique. Si on adopte une démarche de sobriété numérique, on devrait être capable de rester sous les 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est vraiment changer nos habitudes, entre autres, acheter moins, utiliser moins de vidéos, des choses comme ça. Et potentiellement, effectivement, par exemple, retarder le déploiement de la 5G grand public. La 5G peut avoir des vrais avantages dans des cadres industriels spécifiques, mais par contre, elle va vraiment engendrer un effet d'accélération de ce déploiement technologique et de nos impacts à cause de ça. Je serais ravi si on pouvait
déployer la 5G et tous ces équipements sans avoir tous ces impacts environnementaux. Malheureusement, aujourd'hui, ben, le climat est une priorité vraiment importante et donc on doit vraiment se poser la question de la société dans laquelle on veut vivre et des impacts environnementaux de chacune de nos actions. Et l'IT est un gros morceau là-dedans. On n'y pense pas, hein, on pense toujours que l'avion et la voiture sont dans les grands thèmes. En fait, quand on regarde, pour un Français ou un Belge, après les études qui ont été faites, l'empreinte liée à l'avion est à peu près 2 à 3 fois moindre que celle liée au numérique. Et en fait, quand on regarde l'empreinte globale pour un employé, on est dans la même catégorie que l'utilisation de la voiture. Pas la fabrication qui vient se rajouter un tout petit peu, mais donc sur 12 tonnes par an par personne, on a 1,5 tonne liée au numérique, 1,5 tonne liée de CO2, hein, de gaz à effet de serre, 1 tonne liée au numérique, 1,5 tonne liée à l'utilisation de la voiture et 400 kilos qui viennent se rajouter pour la fabrication de la voiture. Mais donc, on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. On est au-dessus de tout ce qui est nourriture, etc. Or, on n'en parle jamais du numérique comme étant parmi ces grandes sources. Si on prend des grandes entreprises ou des entreprises de services de façon générale, l'impact de ces entreprises, c'est d'abord le transport et le chauffage, enfin transport et bâtiment, un de ces deux-là en premier, et le troisième, c'est le numérique. Bah, ce qui est dingue aussi quelque part, c'est que l'outil qu'on utilise là maintenant pour se voir, qui est un outil de communication qui a tendance à être de plus en plus utilisé dans le cadre du télétravail, bah, ça limite l'impact de la voiture. J'ai pas dû prendre ma voiture pour aller te voir, pour faire ton interview. Ouais. Donc du coup, quelque part, il y a un côté un peu antinomique là aussi. Effectivement, mais on est sur des usages à la marge. Alors, il y a plusieurs aspects. Quand on analyse ça, effectivement, tu n'as pas dû prendre ta voiture pour venir me voir, mais donc il faut déjà voir quelle est la longueur du trajet et combien de temps on va rester en ligne ensemble. Enfin, en règle générale, la visioconférence va moins consommer qu'une réunion sur site, mais c'est pas toujours vrai. Par exemple, si on habite tous dans la même ville et qu'on prend des transports en commun pour aller au bureau et que la réunion dure toute la journée, ben, il vaut probablement mieux le faire en étant au bureau dans ce cas-là, d'un point de vue purement environnemental. En plus de ça, quand on prend pas sa voiture pour aller au bureau, on va faire plus d'autres petits trajets, aller à l'école, aller faire les courses, aller de toutes des choses qu'on aurait faites sur le trajet du bureau. Donc il y a un déplacement quelque part des trajets. Il y a des effets de bord assez étonnants du style les gens se disent ah ben moi je dois plus aller au bureau tous les jours, donc je peux habiter plus loin puisque les bouchons vont moins m'impacter. Mais donc comme ils vont habiter plus loin, ils vont prendre des plus grandes maisons, il va falloir chauffer plus, etc., etc. Donc c'est toutes des problématiques beaucoup plus larges que juste se dire tiens ben, je compare l'utilisation de la voiture à une réunion à distance. Mais effectivement, ce style de réunion-ci va globalement avoir moins d'impact. Toi, tu es à Liège, moi je suis à Braine-l'Alleud. Ben, voilà, ce style de distance-là pour se voir pendant 1 heure en voiture, c'est clairement pas rentable aujourd'hui. Et puis viennent se poser des questions du style, tiens, est-ce qu'on doit couper la vidéo pour réduire notre impact ou pas? Effectivement, si on n'utilise pas la vidéo, on va avoir un petit peu moins d'impact. C'est à peu près un ordre de grandeur de 20 fois plus avec la vidéo que sans. Mais cet impact reste marginal parce que le vrai impact vient de la fabrication des équipements. Tu as déjà un laptop, j'ai déjà un laptop, j'ai déjà un écran, toi aussi. Le réseau, de toute façon, fonctionne. Les serveurs à l'autre bout qui permettent qu'on se connecte tournent de toute façon. Donc, en fait, le fait qu'on s'appelle avec ou sans vidéo, change quasiment rien. On a déjà tous ces impacts liés à la fabrication et à ces équipements qui tournent. Là où on va avoir un impact, c'est si on se met tous à faire un coup de fil en même temps en vidéo. À ce moment-là, on arrive à boucher la bande passante disponible et donc il faut rajouter des équipements réseau. Donc c'est un impact à la marge. En fait, le problème, c'est quand on est tous occupés à faire la même chose, on a des impacts sur le nombre de data centers, le nombre de réseaux, etc. nécessaires. Et là, on rajoute des équipements et là, ça a un vrai impact. C'est pour ça que ça vaut quand même la peine de couper sa caméra quand on n'en a pas besoin. Ça vaut la peine de réduire la définition parce qu'on va empêcher de rajouter des équipements à la marge. Mais les vraies questions, comme je le disais, c'est en fait, il faut se poser la question de ces usages. Le but n'est pas de dire j'arrête d'utiliser le numérique, mais de se dire est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce qu'on a besoin de cette vidéo? Et ici, oui, parce que justement, on se rencontre, on tourne une vidéo, etc. Ça vaut la peine. Est-ce qu'on est dans une réunion où on se connaît tous? Ben, on allume la vidéo, on dit un petit bonjour, etc. Et puis, si c'est juste pour partager de l'information, on n'est pas obligé de laisser la caméra allumée, on la rallume à la fin de la réunion. Par contre, si c'est pour avoir un échange, une réunion avec des sujets plus difficiles, des choses comme ça vaut clairement la peine d'allumer la vidéo. Il ne faut pas se poser la question par rapport à l'impact environnemental. C'est vraiment la question est de comprendre les impacts de ce qu'on fait et de prendre des choix, alors que si on ne connaît pas les impacts, eh ben on se pose même pas la question. On a envie du dernier smartphone, on achète le dernier smartphone. Si on se rend compte qu'en le gardant 1 an de plus, on va vraiment réduire son impact, à ce moment-là, on va peut-être se poser la question. Je veux dire, la question de l'équipement, enfin, c'est quelque chose qui vient souvent sur
sur le tapis ces dernières années. C'est peut-être un peu plus réfléchi maintenant quand on achète de l'équipement ou de reconditionner, comme tu disais, de l'équipement déjà existant. Ce qui est dingue, c'est par rapport à ce qu'on vient de vivre ici avec des confinements, reconfinements, c'est l'usage. On ne se rend pas compte que l'usage, finalement, va générer autant de CO2 comme tu disais, la voiture. C'est Oui. des chiffres hallucinants. Les vidéos, en 2018, donc avant le confinement et cetera, ça a fortement augmenté entre-temps. En 2018, l'usage de la vidéo générait, d'après les chiffres du Shift Project, générait 306 millions de tonnes de CO2. Une tonne de CO2, c'est un aller-retour Paris-New York pour une personne. Donc 306 millions d'allers-retours Paris-New York dus à la vidéo dans le monde en 2018. Et sachant que ça a phénoménalement explosé avec le confinement. Donc effectivement, on est sur des chiffres très très élevés. Et ça nécessite aussi finalement quelque part au niveau de tous ceux qui mettent à disposition des outils de diffusion de vidéos, un travail par rapport à la gestion des algorithmes, peut-être pour pouvoir avoir des algorithmes qui compressent mieux les vidéos. Est-ce que ça, c'est une solution aussi? Effectivement, il y a des solutions technologiques. On commence à avoir, déjà ici, par exemple, toute la partie qui ne bouge pas dans l'image autour de nous n'est pas transmise à la même fréquence de façon à réduire la bande passante. Mais il y a moyen, il y a une intelligence artificielle qui est occupée à être développée et qui permet de n'envoyer que quelques images au début et puis en fait, localement, le PC à l'autre bout va être capable de recréer l'image sur base de ce qu'on est occupé à dire. Et donc, il y a quasiment plus que le son qui est transféré à ce moment-là. Donc, il y a des possibilités. En gros, c'est comme pour toutes les technologies. Les technologies évoluent et vont nous permettre de réduire nos impacts dans une série de cas, mais le problème, c'est qu'elles n'évoluent pas suffisamment vite par rapport à la diminution d'empreintes dont on a besoin maintenant. Donc, je pense qu'il faut à la fois avoir confiance dans une série de technologies pour nous aider à résoudre les problèmes, mais en même temps se dire, on n'a pas le temps d'attendre qu'elles arrivent, il faut réduire notre impact pour l'instant. Et au fur et à mesure que les solutions arrivent, on va pouvoir réaugmenter certains types d'usages, mais on a trop tendance à avoir trop confiance dans la technologie pour nous sauver dans le futur, de un. Et deux, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. On se dit, ah ben ça a moins d'impact, donc je vais en faire un peu plus. Ma voiture consomme moins, donc je vais rouler un petit peu plus longtemps. Les gens ne se disent pas, elle consomme moins, donc je vais faire des économies. Non, quand on regarde les études, c'est avec la diminution de la consommation de la voiture, on a une augmentation des déplacements. D'accord, oui, donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Donc, mais si je prends maintenant, je suis une entreprise, on va dire une TPE, une PME wallonne traditionnelle. Ouais. Qu'est-ce que je mets en place? Par quoi je démarre? Alors, la vraie problématique, c'est que pour chaque entreprise, ça va être un petit peu différent. Donc, idéalement, ce que nous vous conseillons du côté de l'Institut numérique responsable, c'est toujours de faire une analyse d'abord. C'est pour ça qu'on met à disposition des outils, des guides, des choses comme ça, qui permettent de savoir où est son empreinte. Si on prend des actions sur des choses où on a très peu d'impact, finalement, ben, en réalité, on perd du temps, on perd de l'argent parce qu'on est occupé à investir du temps dans des actions qui vont quasiment pas réduire votre empreinte. Et potentiellement, elles vont aussi déconnecter vos utilisateurs, hein. Si les collaborateurs de l'entreprise se rendent compte qu'on leur a demandé de travailler sur un projet qui n'a rien rapporté d'un point de vue environnemental, ils vont avoir l'impression qu'on les a un peu pris pour des imbéciles et ils ne vont pas faire l'action suivante, alors que c'est peut-être l'action suivante qui était la plus importante. Donc, ce qu'on conseille, c'est de d'abord mesurer d'où vient son empreinte et puis de prendre des actions qui vont être du type amélioration continue. Donc, ce n'est pas dire on va réduire notre empreinte sur tous les domaines, c'est se dire on va commencer par un domaine facile qui aura beaucoup d'impact, et puis le suivant, et puis le suivant, et petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Et donc, en règle générale, on va quand même tomber sur les mêmes questions. Ça va être la durée de vie des équipements, les achats d'équipements, les achats de services, les choses comme ça, et les usages, et donc potentiellement les vidéos, mais ça peut être un problème nettement moindre dans les entreprises, mais sinon, les autres types d'usages. Par exemple, pour les cabinets d'avocats ou les médias, ça va être le stockage de documents, le transfert de documents entre les employés, le transfert vers les clients. Ça peut aussi être des questions plus liées à l'accessibilité numérique. Comment faire pour que, par exemple, si je prends une administration ou une entreprise, comment s'assurer qu'elle offre des services aussi à des personnes en situation de handicap ou à des personnes qui n'ont peut-être pas de connexion 4G dans la zone où ils se trouvent ou des choses comme ça. Donc là, on est plus sur l'aspect accessibilité et inclusion qui apporte des revenus supplémentaires. Donc c'est vraiment potentiellement une source de croissance pour les entreprises. On a plusieurs exemples qu'on peut démontrer où l'éco-conception de services numériques génère de la croissance forte pour les entreprises. Ça, c'est quelque chose que Mais les entreprises aiment bien entendre, hein.
Oui, mais il faut faire l'analyse avant. C'est ça le problème, c'est que sinon on risque de partir vraiment sur des actions qui vont avoir peu d'impact, voire des impacts, négatifs par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir. Oui, donc il y a vraiment tout un travail. Où se situent, les experts? Ils sont chez toi? Il faut te contacter et dire, «Mets-moi en contact avec les experts», parce que le green, ça fait pas partie de l'ADN de l'IT à la base. Non, effectivement. Alors, oui et non, c'est-à-dire que, nous offrons un réseau, d'experts. Il y a beaucoup d'experts en France en particulier, il y en a quelques-uns en Belgique pour les différents domaines, puisqu'on va avoir des experts sur la partie gestion de data centre, d'autres sur les sites web, d'autres sur les applications au sens large, d'autres sur les achats d'équipements, et cetera. Donc c'est un petit peu segmenté comme le monde de l'IT, hein, un développeur n'est pas un ingénieur système, c'est des boulots différents, mais ça va être la même chose dans le green IT. Hem Il faut bien savoir qu'en fait, le green IT, ça n'est pas un nouveau boulot, c'est juste une façon différente de faire le même boulot. On est développeur applicatif, mais une fois qu'on a appris comment réduire son empreinte, on est toujours un développeur applicatif, mais avec des skills en plus, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est ce que nous essayons de faire, c'est de donner accès à des formations, de donner accès à un réseau d'experts, mais les experts ne font pas partie de l'association au sens, on n'a pas un service commercial de vente de leurs services. On essaye plutôt de mettre en relation les demandeurs avec les offreurs, entre guillemets, les fournisseurs de services. Et donc, parmi les choses qu'on essaye de faire, c'est aussi d'augmenter le nombre de personnes en Belgique capables de délivrer ces services, puisqu'actuellement, on est obligé d'aller les chercher en France, alors que très potentiellement, il y a vraiment du boulot pour les entreprises belges pour fournir ces services. Et on voit d'ailleurs que les grandes entreprises comme Accenture, par exemple, qui est membre chez nous, sont occupés à se former pour pouvoir délivrer ce type de service. On a d'autres plus petites entreprises, par exemple Engage Consulting, et donc c'est de la consultance en management générique, et ils sont occupés à se former pour rajouter ce type d'offre à leur service. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres acteurs en Belgique qui pourraient tout à fait en faire autant. Donc ça, effectivement, c'est une des choses que nous faisons. Là, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. C'est justement venir chercher ces formations qui sont réservées à nos membres, et après, cette mise en contact que nous faisons à travers notre réseau de membres. Donc je suis expert, j'écoute cette vidéo, je me dis: «Tiens, il y a un créneau à développer ici, je peux me former pour justement amener, mon expertise du côté green». Oui, tout à fait. Alors, il y a une formation de base, en gros, le Sustainable IT Foundations, comme on l'appelle, qui est la base des différents types d'impact, où est-ce qu'ils se trouvent, comment les réduire, etc. Donc, c'est une formation actuellement de 2 jours qui va passer à 3 jours, qui est certifiante avec un test sur les systèmes de l'Université de La Rochelle. Il y a une autre formation qui est plus spécifique pour les informaticiens, qui est l'éco-conception de services numériques ou la conception responsable de services numériques. Et là, on va regarder beaucoup plus sur justement la façon de coder, la façon de configurer les serveurs, les choses comme ça. Là, on rentre plus dans la zone technique. Et puis alors, il y a d'autres types de formations beaucoup plus spécifiques sur, par exemple, la gestion physique d'un data center ou des aspects de ce style-là. Ouais, donc plein de choses à encore mettre en place. C'est quoi les perspectives, pour le court, moyen et long terme? On va peut-être commencer par le court et moyen terme, au niveau de l'association. Alors, évidemment, le but, c'est de grandir, c'est d'avoir plus de membres, puisqu'au plus on aura de membres, au plus on aura d'impact et de possibilités de faire connaître cette problématique, d'offrir des services additionnels, des livrables, des guides, des choses comme ça. Donc ça, c'est clairement dans les objectifs à court terme. En parallèle de ça, ça fait partie de ces mêmes objectifs. On essaye d'aider les pouvoirs publics à en faire de même. Ça fait partie de leur feuille de route. Et donc, on participe, par exemple, à toute une série d'ateliers du SPOE ou de la région bruxelloise pour faire connaître aux acheteurs publics et aussi aux entreprises cette problématique. À moyen terme, immédiatement lié à ça, il y a le fait que justement dans les achats publics, ils sont occupés à rajouter toute une série de critères verts dans le cadre de l'IT. Ce qui veut dire que si vous fournissez des services ou des produits aux pouvoirs publics ou aux grandes entreprises qui suivent les mêmes lignes directrices dans les achats, il faut absolument que vous adaptiez votre offre pour être capable de répondre à ce type de demande. Donc ça, ça fait partie du moyen terme, auquel se rajoutent évidemment tous les aspects inclusion qui, je pense, vont augmenter assez rapidement. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, la Commission européenne travaille à le fameux EU Next Gen, le budget de relance européenne. Dans ces budgets, il y a 750 milliards prévus au niveau européen, dont 39, si je me souviens bien, 39 milliards pour la Belgique. De ces 39 milliards ou de ces 750 milliards au niveau européen, parce que nos PME peuvent très bien offrir des services dans le reste de l'Europe aussi,
De ces 750 milliards, 57% sont liés à la transformation digitale verte. 57% de 750 milliards, il y a un sacré paquet à aller Mmh. chercher. Donc c'est 20% et 37% pour la transformation digitale et la transformation verte. Mais quand on met les deux ensemble, si on est capable d'offrir une solution de transformation digitale avec une réduction d'empreinte environnementale, on est capable d'aller chercher dans l'enveloppe des 57%. Donc il y a clairement quelque chose d'économique derrière à envisager. Ouais, donc il y a de l'avenir pour, les entreprises qui veulent, se développer dans ce secteur-là aussi et donc vous arrivez au bon moment pour les accompagner aussi et les amener vers C'est la le but. transition digitale verte. Voilà, tout Heu, à fait, c'est le but. Évidemment, il n'y a pas de malheureusement, le numérique durable n'existe pas parce que le numérique a un vrai impact environnemental et fonctionne sur des ressources finies, hein. Il n'y a pas une quantité, infinie justement des différents métaux et cetera. Donc il faut en être conscient. On utilise quelque chose qui pourrait arriver à terme à ne plus exister tout simplement. Donc le durable n'existe pas. Néanmoins, il y a moyen de réduire son empreinte et de l'utiliser pour réduire son empreinte dans d'autres domaines et c'est pour ça qu'on essaye de l'appeler responsable ou plus ou moins durable, un peu plus durable. Qu'est-ce que, tu dirais aux entrepreneurs, un message à faire passer aux gens qui nous écoutent ici, pour, Rejoignez-nous. OK. Non, très clairement, rejoignez-nous, certainement. À côté de ça, posez-vous déjà les questions de l'impact de vos services. Il faut savoir que sur des grandes entreprises, potentiellement, ça ne peut représenter que 2 par exemple, de votre empreinte si vous êtes une entreprise manufacturière. Mais néanmoins, il n'y a pas de raison qu'il y ait un département qui ne fasse pas le même effort que tout le monde. En gros, tout le monde doit se poser la question de comment réduire, diviser par 2, voire même par 4, son empreinte environnementale. Et donc, quand je prends des très grandes entreprises comme L'Oréal, par exemple, dans leur cas, l'empreinte de leur IT, c'est 2. Néanmoins, ça reste énorme parce ils sont présents dans plus de 70 pays, ils ont des centaines de milliers d'employés, et cetera. Et donc, en réduisant, en divisant par 2, eh beh, ça fait quand même des tonnes de CO2 en moins. Et je pense que chacun à son échelle doit se poser cette même question en se disant: «Je vais regarder tous mes départements, il n'y a pas de raison que l'IT ne le fasse pas». Et donc, oui, posez-vous la question à la maison, tout comme au bureau, de comment réduire ces impacts. Pour la maison, par exemple, beh, il n'est peut-être pas nécessaire d'acheter une nouvelle télé à chaque coupe du monde. Si vous avez vraiment envie d'acheter d'avoir un grand écran, envisagez peut-être un projecteur parce que ça a beaucoup moins d'impact qu'un écran, Ah oui. à cause de la fabrication. Ah oui, oui, c'est phénoménal la différence entre les 2. Et donc, il y a des choses comme ça où il y a vraiment moyen de se poser la question de ce qu'on fait à la maison comme au bureau, par rapport à son empreinte environnementale. Donc renseignez-vous, ne suivez pas trop, ce qui est parfois dit dans les médias, c'est souvent du greenwashing, en particulier ce qui peut être dit par des fournisseurs IT. Ils veulent vendre des services évidemment et c'est là où une association comme la nôtre se positionne. On n'a aucun service à offrir en fait, si ce n'est justement du conseil pour la réduction et pour bien choisir ses fournisseurs et des choses comme ça. Donc on peut pas faire de greenwashing puisqu'on va pas vous offrir des services, c'est l'avantage. Bah, écoute Olivier, moi ce que je trouve vraiment super intéressant dans toute la série d'interviews que je fais, c'est que je saute d'un sujet à l'autre et celui-ci, je m'y attendais vraiment pas. Je pense que c'est quelque chose, justement, comme je disais, ça fait peut-être pas partie de l'ADN de prime abord et c'est super intéressant de pouvoir, en avoir discuté avec toi. Merci. Je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ces quelques minutes. Je te laisse le mot de la fin. Ah, j'ai déjà dit: «Rejoignez-nous». Mais non, mais, c'est le mot de la fin, probablement faites réfléchir aussi vos enfants à ces questions. C'est pas facile de se poser ces questions-là parce qu'on les a éduqués à être dans un monde tout à fait numérique. Donc il faut pas leur dire: «Ah, toi, de toute façon, tu es tout le temps sur tes smartphones, tes tablettes et cetera, donc tu peux pas te plaindre». Non, ça on a créé ce monde-là pour eux. Mais par contre, je pense qu'ils sont réellement réceptifs à ces questions-là et les accompagner justement pour se poser des questions quand ils vont vouloir le nouveau smartphone, la nouvelle tablette. Ça fait partie de notre responsabilité aussi d'adultes, donc voilà. Donc un peu limiter le temps d'écran en leur disant que c'est responsable, écologiquement, ça a un peu les sensibiliser aussi, une façon de faire. Oui, mais il faut pas les culpabiliser là-dessus, je pense. Et puis, de nouveau, c'est une des méthodes de connexion actuelles avec leurs copains. Donc ça, il faut pas trop l'enlever non plus. C'est de nouveau d'abord les achats d'équipements. En premier ça qui a de l'impact. D'accord, OK, je dirais à ma fille de 13 ans de garder son vieux smartphone. Ouais, ouais, bah, il faut y faire gaffe, il faut bien les protéger, mettre une coque, pas les laisser tomber. Ça a un vrai impact, ça. Super, bah, écoute, je te remercie vraiment beaucoup, de m'avoir consacré ces quelques minutes et je te souhaite une très bonne journée. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.